Papa millionnaire voit serveuse enseigner langue des signes à son fils muet, cœur fond. Il y a des silences qui ne font pas de bruit mais qui hurlent dans l'âme comme un écho interminable, des silences si lourds qu'ils s'infiltrent dans chaque recoin d'une maison luxueuse et glacée, dans les couloirs feutrés d'un manoir où même le parquet ne craque plus, comme si lui aussi avait compris qu'il ne fallait pas troubler le deuil figé du maître des lieux et de son petit prince sans voix. Marc Delacour, PDG d'une entreprise technologique cotée en bourse et considéré comme l'un des esprits les plus brillants de sa génération, vivait dans ce genre de silence depuis 3 longues années, depuis ce jour d'automne où l'accident de voiture avait emporté sa femme, Élise, et laissé leur fils, Léo, muet comme une tombe, non pas par manque de capacité mais par refus profond, viscéral, d'émettre un seul son dans un monde qui avait, en un instant, détruit tout ce qu'il connaissait, tout. Ce qui lui donnait envie de parler, de rire, de vivre. Marc, pourtant, avait tout essayé, du moins pensait-il l'avoir fait, les meilleurs spécialistes en psychologie infantile, des thérapeutes renommés, des logopèdes aux tarifs astronomiques, et même un séjour dans une clinique en Suisse qui promettait des miracles par immersion sensorielle, mais rien, absolument rien, n'avait fissuré la carapace de silence que Léo portait comme une seconde peau, pire encore, plus on tentait de le forcer, plus il s'éloignait, se recroquevillait sur lui-même. Comme un petit animal blessé terrifié par la main qui veut l'aider mais ne sait que lui faire mal. Alors Marc s'était résigné à gérer les choses à sa manière, c'est-à-dire avec ce qu'il connaissait le mieux, l'efficacité, le contrôle, la productivité. Il avait embauché une gouvernante, puis 2, puis 3, qu'il licenciait dès que l'une d'elles levait un peu trop la voix ou montrait de la pitié dans les yeux. Il avait transformé une aile de sa maison en salle de jeu dernier cri, rempli la chambre de Léo de jouets high-tech, de peluches qui parlaient de robots éducatifs, mais son fils ne jouait qu'avec un petit avion cassé qu'il avait gardé depuis la mort de sa mère, un jouet sans pile ni écran, juste une mémoire, un vestige d'avant. Et dans tout ça, Marc, malgré son intelligence redoutée dans les salles de conférence, malgré ses pitchs qui faisaient pleurer les investisseurs, était désemparé, impuissant, presque honteux de ne pas savoir comment être père autrement qu'en payant des factures et en signant des chèques. C'est dans cet état d'esprit, las, vide, presque en fuite, qu'il poussa un jour la porte d'un petit bistrot de quartier, un lieu discret qu'il n'avait jamais remarqué auparavant, situé dans une ruelle calme du 15e arrondissement, loin des restaurants étoilés où son nom circulait comme une carte VIP. Il ne cherchait rien, ou plutôt il fuyait tout, ses réunions, ses responsabilités, son image. Et il avait Léo avec lui, ce jour-là, par accident presque, parce que la gouvernante avait un rendez-vous et qu'il ne voulait pas confier son fils à une inconnue de plus. Le bistrot était modeste, chaleureux, avec des nappes à carreaux rouges, des affiches vieillies sur les murs, et une odeur de soupe maison qui enveloppait les clients comme une couverture chaude. Rien de sophistiqué, rien d'extraordinaire. Et pourtant, quelque chose ou plutôt quelqu'un attira aussitôt l'attention de Marc, ou plutôt celle de Léo. La serveuse. Jeune, vive, rousse comme une flamme, avec des taches de rousseur qui semblaient danser sur ses joues quand elle souriait. Elle s'appelait Clara, comme il l'apprendrait plus tard, mais pour l'instant, elle n'était qu'un mouvement, un éclat, une énergie douce mais vibrante, presque musicale. Ce fut Léo qui la vit le premier, ou plutôt qui ne la quitta pas des yeux, ce qui n'arrivait jamais, car d'habitude, il regardait ses pieds ou les murs, jamais les gens. Mais là, il la fixait, sans gêne, sans peur, comme hypnotisé. Et Marc, intrigué, suivit le regard de son fils et comprit, Clara était accroupie devant un petit garçon d'environ 8 ans, sourd, comme le montrait son appareil auditif visible. Et elle lui parlait. Pas avec sa bouche, mais avec ses mains. Elle signait. Elle signait avec une fluidité, une grâce, une attention presque maternelle. Ses gestes n'étaient pas secs ni mécaniques, ils étaient pleins d'amour, de patience, de jeu. Et l'enfant, en face d'elle, riait. Il riait en silence. Ce fut un moment suspendu. Marc sentit une chaleur étrange lui monter à la gorge, une émotion qu'il n'avait pas invitée. Il regarda Léo, et il vit dans ses yeux une lueur qu'il n'avait pas vue depuis des années, non pas une larme, non pas un sourire, mais une envie, une curiosité, une forme de désir, de comprendre, de se rapprocher, d'imiter peut-être. Ce soir-là, ils rentrèrent à la maison sans un mot, comme toujours, mais quelque chose avait changé, quelque chose de presque imperceptible, comme un fil de lumière glissant sous la porte d'une pièce restée trop longtemps fermée. Marc, seul dans son bureau, repassa la scène en boucle dans sa tête. Il ouvrit son ordinateur, chercha, langue des signes française, regarda une vidéo, puis 2, et ne comprit rien, mais il savait, il sentait, que cette jeune femme-là, Clara, détenait une clé. Et s'il y avait une chance, même infime,
que ce langage silencieux puisse rejoindre son fils dans son propre silence, alors il devait y retourner, il devait savoir, il devait voir si ce n'était pas qu'un hasard, si cette serveuse n'était pas seulement une jolie fille gentille, mais peut-être bien le miracle discret que la vie avait enfin décidé de lui envoyer. Le lendemain, à l'heure du déjeuner, Marc consulta son agenda, repoussa une réunion avec un client américain, enfila une chemise sans cravate, prit la main de Léo qui, étrangement, ne protesta pas et retourna au bistrot. Ce qu'il allait y découvrir allait tout changer. Absolument tout. Il y a dans certaines décisions que l'on prend à la hâte, presque sur un coup de tête, une part de destin invisible, un fil ténu mais tenace qui vous tire doucement hors de vos habitudes pour vous emmener, sans crier gare, vers ce que vous n'auriez jamais osé espérer, et c'est ainsi que, ce jour-là, Marc Delacour, toujours impeccablement organisé, toujours rationnel, toujours maître de son temps, décida de tout annuler conférence, appel, signature pour revenir, exactement 24 heures après, dans ce bistrot simple, presque banal, mais qui, pour une raison qu'il ne s'avouait pas encore, semblait contenir quelque chose que ni sa fortune ni ses connexions n'avaient su lui offrir, un frisson d'humanité authentique. Il entra sans fanfare, tenant la petite main tiède de Léo, qui cette fois ne traînait pas les pieds, ne baissait pas les yeux, mais regardait droit devant lui avec cette intensité propre aux enfants qui savent reconnaître, sans même en être conscients, l'endroit exact où quelque chose les attend, quelque chose qui pourrait, peut-être, leur permettre de respirer autrement, de vivre différemment, d'oser, même en silence, exister un peu plus pleinement. Clara était là, bien sûr, vêtue d'un simple tablier bleu pâle, ses cheveux attachés à la va-vite, quelques mèches en bataille encadrant un visage trop vivant pour être figé par les conventions, elle prit une commande à une table voisine, ria doucement à une plaisanterie maladroite d'un client âgé, puis, en se retournant, elle les vit, père et fils, debout comme deux naufragés sur le rivage, et quelque chose dans son regard, une étincelle rapide, un mélange de surprise et de chaleur, fit comprendre à Marc qu'elle se souvenait non seulement de leur passage éclair, mais surtout de Léo, de ses yeux fixés sur elle, de ce lien fragile mais réel qui avait semblé s'esquisser sans un mot. Elle s'approcha doucement, le carnet à la main, le sourire toujours présent mais un peu plus doux, un peu plus attentif, et au lieu de poser la question habituelle « Vous prenez quoi aujourd'hui ?». Elle se pencha légèrement vers Léo, se plaça à sa hauteur, et leva les mains, pour signer. « Bonjour, toi », disait-elle en geste souple, rond, presque dansant, et si Marc ne comprenait pas encore le sens exact, il sentit, jusque dans sa poitrine serrée, que c'était un vrai salut, un vrai début, une main tendue dans la langue muette de son fils. Léo ne répondit pas, bien sûr, pas tout de suite, mais il la regarda, longtemps, sans détourner les yeux, et à la troisième fois où elle répéta lentement le geste, il leva timidement sa propre main, maladroite, hésitante, mais il reproduisit, approximativement, ce qu'elle faisait, et c'était comme si, d'un seul coup, le monde avait changé d'axe, comme si quelque chose, enfin, venait de se mettre en mouvement. Marc observa la scène sans respirer, comme s'il avait peur de briser cet instant précieux, puis, dans un élan qu'il ne se connaissait pas, il demanda, d'une voix plus douce qu'à l'ordinaire, s'il pouvait lui parler à part, quelques minutes seulement, rien de pressant, rien de dérangeant. Ils s'installèrent à une petite table près du comptoir, tandis que Léo, occupé à triturer une serviette en papier, jetait de discrets coups d'œil vers Clara, comme pour s'assurer qu'elle n'allait pas disparaître. Marc, d'abord, eut du mal à formuler ce qu'il ressentait, il n'était pas habitué à supplier, encore moins à s'ouvrir, mais il finit par dire, sans détour, qu'il avait vu quelque chose hier, quelque chose d'infiniment précieux, une étincelle dans les yeux de son fils qu'il n'avait pas vu depuis des années, et qu'il voulait comprendre, apprendre, partager, qu'il voulait, si elle le permettait, qu'elle enseigne à Léo cette langue silencieuse qui semblait pouvoir l'atteindre là où tous les mots avaient échoué. Clara, surprise par la demande, haussa les sourcils, recula légèrement, puis le regarda longuement, sans jugement mais avec cette lucidité propre aux gens qui n'ont pas été bercés par les privilèges, et elle lui répondit, avec une sincérité désarmante, qu'elle n'était pas une thérapeute, ni une professeure, qu'elle avait juste grandi avec un frère sourd, qu'elle avait appris à signer pour qu'il ne soit pas seul, pour qu'il se sente vu, compris, aimé. Marc, touché par sa simplicité, insista néanmoins non pas avec autorité, mais avec une humilité rare chez lui et proposa de la rémunérer, bien sûr, à la hauteur de son temps, de son énergie, mais surtout de sa patience. Clara hésita, beaucoup, pas par dédain mais par crainte, peut-être, de franchir une ligne invisible, d'entrer dans la vie de gens qu'elle ne comprenait pas, ou qu'elle comprenait trop bien, car elle avait vu, dans les yeux de Marc, non pas le mépris d'un riche, mais la peur nue d'un père qui ne sait plus comment rejoindre son enfant. Finalement, elle accepta. Pas pour l'argent, dit-elle, mais pour le garçon aux yeux tristes qui avait répondu à ses signes sans dire un mot.
Et c'est ainsi que, quelques jours plus tard, Clara entra dans le manoir de la cour pour la première fois, avec dans son sac quelques jeux de cartes illustrés, des fiches avec des dessins de mains, et dans le cœur, une détermination douce mais ferme d'apporter, non pas un miracle, mais une présence sincère, une écoute attentive, un langage fait pour ceux qu'on n'entend jamais. La première leçon fut simple, « Bonjour, papa, je veux jouer », et Léo, contre toute attente, montra un appétit féroce pour ses gestes, comme si son corps, longtemps resté immobile, retenait depuis toujours un discours qu'il n'avait jamais pu dire. Marc, en retrait, les observait avec une fascination muette, presque jalouse, se demandant si lui aussi, un jour, pourrait entrer dans ce monde gestuel et silencieux où son fils semblait enfin respirer librement. Et tandis que Clara riait doucement à la maladresse de Léo, que l'enfant signait, encore, avec enthousiasme, Marc sentit une chaleur nouvelle l'envahir, quelque chose d'étrange et de vertigineux, l'espoir. Mais tout ce qui est beau attire le regard du monde et tout ce qui commence à guérir attire aussi les vents contraires. Car au moment même où Marc, pour la première fois, songea qu'il pourrait peut-être un jour retrouver son fils, une photo floue, prise en cachette par un inconnu dans ce bistrot discret, venait d'être publiée sur un site à potins. Le titre ? Un millionnaire et une serveuse, romance improbable ou scandale annoncé ? Il y a des moments dans la vie où tout semble, enfin, s'aligner, où l'on croit, naïvement peut-être, que les blessures anciennes commencent à se refermer, que le destin, longtemps cruel, daigne enfin offrir une pause, un souffle, un espace pour réapprendre à sourire, et dans ces moments-là, quand l'espoir renaît, même fragile, on oublie souvent que le monde extérieur, lui, continue d'observer, de juger, de commenter, avec cette voracité insatiable qui transforme l'intime en spectacle et la tendresse en rumeur. Marc Delacour, qui n'avait jamais été homme à se soucier des ragots, habitué depuis des années à figurer dans les magazines économiques, à voir son visage orner les couvertures glacées de Forbes et Capital, ne s'attendait pourtant pas à ce que cette histoire si discrète, si précieuse, si terriblement humaine, devienne la cible d'une curiosité malsaine, d'un voyeurisme qui ne cherchait ni vérité ni beauté mais uniquement le scandale, l'indignation feinte, la moquerie cruelle d'un monde numérique toujours en quête de son prochain buzz. Lorsque la photo floue 2, installée au bistrot, Clara penchée vers Léo, Marc souriant pour la première fois en des mois, fut publiée sur un site de potins à sensations, accompagné d'un titre racoleur et venimeux, il ne comprit pas tout de suite l'ampleur de ce qui se déclenchait, ce fut Clara, en fait, qui le comprit la première, parce qu'elle vit les regards changer autour d'elle, les clients habituels du bistrot la fixaient avec cette fausse compassion, cette curiosité déformée, certains même osant murmurer son prénom en la montrant du doigt, comme si elle venait de trahir un serment invisible, de franchir une ligne qu'elle n'avait jamais accepté de tracer. Elle ne dit rien ce jour-là, pas tout de suite, pas devant Léo, qui l'attendait comme toujours avec ses cartes et son petit sourire contenu, mais dans ses gestes il y avait moins de fluidité, moins de joie, comme si ses mains, elles aussi, portaient le poids du regard extérieur, et lorsqu'elle quitta la maison, après la leçon, elle ne se retourna pas, ne salua pas Marc d'un signe ou d'un mot, laissant derrière elle un silence étrange, plus pesant que ceux qu'ils avaient si longuement appris à apprivoiser. Marc sentit la fracture se dessiner sans pouvoir la nommer, et ce n'est que le lendemain matin, en voyant la notification sur son téléphone, cette capture d'écran envoyée par un ami journaliste avec pour tout message, « Fais attention, c'est partout », qu'il comprit que le poison avait déjà coulé dans les veines de leur fragile complicité. Il voulut appeler Clara immédiatement, lui expliquer, lui promettre qu'il n'avait rien demandé, rien organisé, qu'il avait voulu protéger cette bulle, mais il tomba sur sa messagerie, puis encore, et les heures passèrent dans une sorte de fièvre immobile, chaque minute sans réponse le blessant davantage, le ramenant à cette impuissance première qu'il croyait avoir laissée derrière lui. Léo, lui, ne comprenait pas, ou peut-être comprenait-il trop bien, avec cette intuition d'enfant qui ressent les absences bien plus fort que les mots, il demandait, par geste, Clara quand, Clara demain, et Marc, incapable de signer correctement, cherchait sur son téléphone les mots, les traductions, les gestes, en vain, parce que rien ne pouvait remplacer cette présence qui avait su, seule, parler le langage secret de son fils. Les jours suivants furent un lent effritement de tout ce qu'ils avaient construit. Léo, d'abord calme, se referma peu à peu, recommença à éviter le regard de son père, à ignorer les jeux, même ceux qu'il aimait tant, et Marc, rongé par la colère autant que par la tristesse, oscillait entre la fureur contre les journalistes, la honte de n'avoir pas su protéger cette relation, et cette peur plus sourde, plus viscérale, qu'il ne l'avouait à personne. Celle d'avoir tout gâché, une fois encore. D'avoir perdu, par maladresse ou par naïveté, la seule personne qui avait pu, même brièvement, faire parler son fils. Et pendant ce temps, Clara, cloîtrée dans son petit appartement de banlieue, relisait en boucle les commentaires,
les insinuations, les messages anonymes parfois cruels, souvent sexistes, toujours injustes, qui la réduisaient à un stéréotype ridicule, la serveuse ambitieuse, la fille sans scrupules, la pauvre, qui aurait mis le grappin sur un millionnaire alors qu'en réalité, tout ce qu'elle avait fait, c'était tendre la main à un enfant qui souffrait, sans autre intention que d'aider. D'aimer, peut-être un peu, mais sans jamais penser à ce que cela lui coûterait. Un soir, alors que le téléphone vibrait une fois de plus, Marc, toujours lui, qui n'avait cessé de tenter de la joindre, elle hésita, longtemps, le doigt tremblant au-dessus de l'écran, et au lieu de décrocher, elle ouvrit son carnet, celui où elle notait les progrès de Léo, les mots qu'il avait appris, les gestes qu'il préférait, et elle se mit à pleurer, doucement d'abord, puis plus fort, comme si tout ce qu'elle avait contenu depuis des semaines éclatait d'un coup, trop grand, trop lourd. Trop vrai. Et puis un matin, sans prévenir, elle disparut. Ne se présenta plus au bistrot. Ne répondit plus aux messages. Ne laissa ni mot, ni explication, ni au revoir. Ce fut Léo qui réagit le premier, pas en pleurant, pas en criant, mais en brisant, d'un geste sec, le petit avion en plastique qu'il emmenait partout, le dernier jouet qu'il tenait encore de sa mère, et quand Marc, choqué, voulut le consoler, l'enfant recula, leva les mains, non pas pour parler mais pour repousser, refuser, rejeter, et dans ses gestes saccadés, il signa un mot que Marc ne comprit pas tout de suite, mais qu'il reconnut en le voyant ensuite dans l'un des carnets de Clara. Abandon. Ce fut ce soir-là, seul dans la chambre silencieuse de son fils, que Marc comprit que l'amour ne suffisait pas, que le chagrin ne pardonnait pas, et que s'il voulait vraiment recoller les morceaux, il allait devoir faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait de sa vie, sortir de son monde, de son confort, de ses certitudes, et aller chercher, non pas une solution, mais une vérité. Alors il prit sa voiture, sans chauffeur, sans destination précise, juste une adresse griffonnée sur un post-it qu'il avait vu sur le sac de Clara un jour, un quartier ouvrier, une rue étroite bordée de vieux platanes, et il s'arrêta devant un petit immeuble décrépit où, il l'espérait, elle vivait encore. Il monta les marches, lentement, le cœur battant, chaque pas résonnant comme un jugement, puis, devant la porte numéro 7, il leva la main, et frappa. Une fois. 2 fois. 3. Et ce fut alors qu'il allait abandonner, qu'il allait tourner les talons, que la porte s'ouvrit lentement, dévoilant, non pas Clara, mais une petite silhouette familière, debout dans le couloir, le regard levé vers lui. C'était Léo. Mais ce n'était pas possible. Parce que Léo était censé être à la maison. Il y a des instants qui semblent irréels tant ils contredisent tout ce que l'on croit savoir, tout ce que l'on a planifié, imaginé ou craint, des instants si bouleversants qu'ils arrêtent le temps, effacent les distances, brouillent les repères, et ce moment-là, sur le seuil de cette porte fatiguée, dans cette cage d'escalier grisâtre qui sentait la lessive bon marché et les souvenirs entassés, ce moment où Marc vit son fils se tenir là, bien vivant, bien présent, les yeux écarquillés d'émotion. Ce moment-là était de ceux qu'on ne peut ni expliquer ni oublier, un miracle silencieux surgissant de l'ombre. Il resta figé, incapable de comprendre comment Léo était arrivé là, pourquoi il était seul, pourquoi il semblait si calme alors qu'il aurait dû être perdu, paniqué, ou du moins surpris de voir son père débarquer dans un lieu aussi étranger à leur monde feutré, mais Léo, au lieu de fuir ou de se jeter dans ses bras, leva lentement ses mains, non pas pour signer un mot appris ou répéter un geste connu, mais pour tracer, avec une lenteur solennelle, une phrase entière, un message que Marc mit quelques secondes à déchiffrer, aidé par les souvenirs flous des carnets de Clara, des vidéos regardées en cachette, et qui disait, maladroitement mais avec tant de sincérité que ses genoux faillirent céder, « Je suis venu dire pardon ». Et avant que Marc ne puisse parler, ne puisse même respirer, une silhouette surgit derrière l'enfant, Clara, pâle, les traits tirés, visiblement émue, portant encore le tablier d'un service terminé à la hâte, et l'expression qu'elle affichait n'était ni de la colère ni de la peur, mais quelque chose de beaucoup plus grave, de beaucoup plus vulnérable, une fatigue née du doute, de la pression, de cette lutte invisible qu'elle menait seule depuis des semaines contre un monde qui l'avait jetée en pâture pour avoir simplement tendu la main. Marc n'attendit pas qu'elle parle, il ne se lança pas dans une explication logique ou un plaidoyer mesuré, il s'agenouilla simplement devant son fils, posa les mains sur ses épaules et, lentement, maladroitement, comme un enfant lui-même, il signa, un mot après l'autre, ce qu'il avait répété 1000 fois dans sa tête sans jamais oser le dire à haute voix, « Moi aussi je suis désolé. Je t'aime. Je veux essayer encore. Ensemble. » Et il leva les yeux vers Clara, cherchant à travers elle une réponse, une porte ouverte, un espoir, mais elle, immobile, les bras croisés comme pour se protéger du monde, le regardait sans le juger, et ce silence-là, ce long silence chargé de sens, était 1000 fois plus puissant que n'importe quel discours. Puis, après ce qui sembla une éternité,
elle s'agenouilla à son tour, prit la main de Léo dans la sienne, la pressa doucement, et dit, d'une voix tremblante mais ferme, il est venu seul. Il a pris le bus. Il s'est rappelé mon adresse. Il est arrivé avec une petite fiche dans la poche où il avait écrit en lettres d'enfant, je dois dire pardon à Clara. Et à ce moment précis, Marc comprit que quelque chose de plus grand que lui, de plus grand que la honte, que les rumeurs, que les maladresses, était à l'œuvre ici, quelque chose qui ressemblait peut-être, après tout, à la grâce. Ils restèrent là, tous les trois, longtemps, sans parler, sans bouger, comme si la seule chose qu'ils avaient à faire était de respirer le même air, de se regarder vraiment, de se permettre d'exister ensemble sans barrière, sans contrat, sans attente, simplement en présence l'un de l'autre. Les jours qui suivirent ne furent ni magiques ni faciles, rien ne redevient simple après tant de complexité, mais ils furent vrais, ils furent pleins d'efforts honnêtes, de gestes répétés, de regards échangés, de progrès minuscules célébrés comme des victoires, et petit à petit, Léo recommença à rire, pas fort, pas souvent, mais assez pour que le silence ne soit plus un mur, mais un choix, un espace, une respiration partagée. Marc, de son côté, abandonna ses réunions interminables, délégua ce qu'il n'aurait jamais cru pouvoir déléguer, et consacra ses matinées à apprendre la langue des signes, non pas pour se donner bonne conscience, mais parce qu'il voulait parler à son fils, vraiment, profondément, dans cette langue qui lui était propre, qui le libérait, qui l'honorait. Clara, elle, revint chez eux, doucement, prudemment, d'abord comme guide, puis comme amie, puis comme quelque chose d'autre encore, quelque chose de plus fragile mais de plus solide à la fois, une présence qu'on ne peut nommer qu'avec le cœur. Et ce fut Léo, toujours lui, toujours par les gestes, qui le dit le premier, lors d'un événement caritatif que Marc avait organisé en collaboration avec une association pour enfants sourds, un événement modeste mais sincère, où des dizaines de familles avaient été invitées à partager un moment de musique, de jeu, de repas et de silence respecté. Ce fut Léo, debout sur la petite scène, vêtu d'un gilet bleu, les joues un peu rouges, les mains tremblantes mais décidées, qui signa devant tout le monde, avec courage, avec fierté, un message simple, merci Clara de m'avoir appris à parler sans bruit. Merci papa de m'avoir appris que l'amour, c'est quand on ne part pas. Et dans la salle, il y eut des larmes, bien sûr, des mains levées en applaudissements silencieux, des sourires étouffés, et Marc, assis au premier rang, sentit quelque chose en lui se briser pour de bon, non pas de douleur, mais de cette joie profonde qui vient quand on comprend enfin qu'on a retrouvé ce qu'on croyait perdu à jamais. Il se leva, rejoignit son fils sur scène, et pour la première fois en public, il signa lui aussi, devant témoins, devant le monde, avec lenteur, avec gravité, avec tout l'amour d'un homme qui avait traversé le feu, tu es mon héros. Tu m'as sauvé. Tu es ma voix. Et Clara, debout au fond de la salle, sourit à travers ses larmes, croisa son regard, puis signa à son tour, pour eux deux, dans un geste rond, ample, pur, une promesse silencieuse qui valait tous les mots du monde, je suis là. Parce qu'au fond, ce n'est pas le bruit qui fait les histoires les plus puissantes, ce sont les silences habités, les gestes offerts, les cœurs qui osent encore battre quand tout semblait figé, ce sont les secondes où l'on choisit d'aimer malgré tout, de rester quand il serait plus facile de fuir, d'écouter quand il n'y a plus de mots, et de croire, encore, que la tendresse peut guérir ce que le monde brise. Et c'est ainsi, sans tonnerre ni gloire, que le geste le plus simple devint le plus grand, celui qui unit enfin un père, un fils, et une femme dont les mains avaient su, là où les voix échouaient, réinventer l'amour. Le manoir de la cour n'était plus tout à fait le même. Les couloirs feutrés résonnaient désormais de rires, de pas précipités, de cliquetis de casseroles et du froissement d'où des pages tournées dans la grande bibliothèque transformée en salle de jeu et de lecture. Les murs, autrefois couverts de tableaux froids au cadre doré, affichaient aujourd'hui des photos de famille, des dessins d'enfants, et même une grande fresque en langue des signes, peinte par Léo lui-même lors de sa première exposition. Léo, justement, n'était plus ce petit garçon recroquevillé dans le silence. Il avait 16 ans, les yeux toujours aussi profonds, la gestuelle assurée, précise, belle à regarder comme une danse bien répétée. Il n'avait jamais retrouvé la voix, mais il n'en avait plus besoin, il parlait avec ses mains, son corps, son regard. Et il avait appris à écouter les silences des autres avec une finesse qui mettait souvent les adultes mal à l'aise, tant il se sentait, face à lui, vu avec une clarté désarmante. Marc, lui, n'était plus ce titan de la tech au cœur barricadé. Il n'avait pas quitté le monde des affaires, mais il avait redéfini sa place. Moins de pouvoir, plus de sens. Moins de contrôle, plus de présence. Il avait fondé une organisation dédiée à l'accès à l'éducation pour les enfants en situation de handicap, avec un volet entier consacré à la langue des signes et à l'accompagnement des familles. Son nom n'était plus seulement connu dans les cercles financiers, mais aussi dans les écoles,
les hôpitaux, les centres sociaux, des lieux qu'il n'aurait jamais pensé fréquenter un jour. Et Clara? Elle était restée. Non comme une ombre douce, ni comme une muse discrète, mais comme une femme pleinement là, à sa place, aimée, respectée. Elle et Marc ne s'étaient jamais mariés par choix, mais leur lien était plus solide que n'importe quel contrat. Clara avait poursuivi des études en linguistique des signes, publié un recueil d'histoires illustrées pour enfants sourds, ouvert un centre d'apprentissage communautaire dans le même quartier où se trouvait autrefois son bistrot. Elle continuait d'enseigner, mais surtout, elle continuait d'aimer. Simplement. Intensément. Le jour des 20 ans de Léo, une grande fête silencieuse fut organisée. Pas de musique assourdissante, pas de discours pompeux, mais des jeux de lumière, des vidéos projetées sans son, des dizaines de personnes signant dans toutes les directions, et un gâteau énorme sur lequel était écrit, en lettres dessinées à la main, « Merci pour ta lumière, Léo ». Ce soir-là, après les rires et les câlins, alors que la nuit tombait doucement sur le jardin baigné de guirlandes douces, Marc, assis sur une chaise longue, regarda son fils discuter en langue des signes avec un groupe d'enfants. Il vit sa gestuelle fluide, sa patience d'enseignant, sa tendresse d'adolescent devenu presque homme. Clara vint s'asseoir à ses côtés, un chocolat chaud entre les mains. Il ne dit rien, longtemps. Il n'en avait pas besoin. Puis Marc souffla, plus pour lui-même que pour elle. Tu te souviens de ce jour-là, au bistrot? Clara sourit. Il ne t'a jamais quitté, ce jour-là, hein? Non. Parce que c'est ce jour-là que tout a recommencé. Que j'ai appris à écouter, à aimer, en silence. Elle tourna les yeux vers lui, puis vers Léo. Il nous a tous appris ça. Marc acquiesça, les yeux brillants. Il est notre professeur. Et nous, on essaie de ne pas rater la leçon. Ils se tinrent la main, simplement. Et dans ce contact muet, il y avait tout, le passé douloureux, les blessures, les pardons, les victoires minuscules, la beauté des secondes vécues sans bruit. Et pendant que le monde, ailleurs, continuait de courir, de juger, de parler trop fort, là, dans ce coin de jardin illuminé de tendresse, le silence avait encore gagné. Un silence rempli. Aimé. Vivant. 3 ans plus tard, Léo avait 19 ans. Il venait d'être admis à l'Institut national des jeunes sourds, non pas en tant qu'élève, mais comme intervenant externe. Il y allait chaque semaine, non pour donner des leçons, mais pour raconter son histoire à d'autres enfants qui, comme lui, avaient un jour fermé la porte au monde. Il leur montrait qu'on pouvait être blessé et lumineux, que le silence n'est pas une absence mais une autre manière de dire je suis là. Et chaque fois qu'il entrait dans une classe, avec sa veste en jean, ses mèches rebelles, et ce calme intérieur qui le rendait presque magnétique, les enfants levaient les yeux vers lui comme vers un grand frère qui n'avait pas trahi. Il ne cherchait ni admiration ni reconnaissance. Il voulait juste que personne ne reste seul aussi longtemps que lui. Chez les Delacour, la maison n'était plus un mausolée. La chambre de Marc, autrefois glaciale et ordonnée, était remplie de livres sur la psychologie de l'enfance, de dossiers sur l'inclusion, de dessins aimantés sur les murs que Léo avait faits à différentes époques. Il y avait même un vieux tableau blanc sur lequel père et fils s'entraînaient ensemble, encore aujourd'hui, à inventer leurs propres signes quand ceux du dictionnaire ne suffisaient pas à dire je t'aime avec maladresse, j'ai peur mais je te fais confiance, ou tu peux me réveiller la nuit si tu as besoin de parler. Marc était devenu un homme que peu reconnaissaient dans les galas d'affaires. Il parlait moins. Écoutait davantage. Et il refusait désormais tout contrat avec une entreprise qui n'avait pas de politique claire d'inclusion. Quand on l'interrogeait sur ce changement, il répondait souvent. J'ai failli perdre mon fils parce que je ne savais pas le regarder. Alors maintenant, je regarde le monde autrement. Clara, de son côté, dirigeait un centre d'accueil devenu un modèle dans toute l'Île-de-France. Elle avait obtenu une subvention pour ouvrir une section de médiation silencieuse, un espace où enfants et parents apprenaient à s'entendre autrement. Mais malgré les conférences, les émissions, les prix, elle refusait qu'on la définisse par cela. Je suis Clara, disait-elle simplement. Celle qui a signé un jour « Bonjour » à un enfant triste. Tout est parti de là. Parfois, quand le centre fermait pour les vacances, ils partaient tous les 3. En van. Sans itinéraire. Par les petites routes. Léo avec ses carnets et Clara avec son appareil photo. Marc, lui, prenait le volant et mettait la musique, sans le son. Juste pour le rythme, juste pour la vibration. C'était devenu un rituel, rouler en silence, les fenêtres ouvertes, les regards échangés. Un jour, à la tombée du soir, dans un champ de tournesol du sud-ouest,
Léo installa une petite caméra sur un trépied et leur demanda, à Marc et Clara, de signer un mot chacun. Un seul. Marc signa, fierté. Clara signa, guérison. Et Léo, après les avoir regardés longuement, signa, famille. Le mot flotta dans l'air comme une étoile filante. Personne ne parla. Mais tout le ressentirent, ce mot-là, c'était la somme de tous les autres.